Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous continuons donc notre enseignement à distance dans cette matière d'IPP. Alors, je vous rappelle que la dernière fois, on avait vu que en plus du salaire traditionnel, on pouvait bénéficier de certains avantages et que ces avantages étaient considérés comme de la rémunération, donc taxables à l'IPP. C'est ce qu'on appelait des ATN. On a vu qu'il y avait plusieurs ATN possibles et on a vu qu'il y avait différentes méthodes de valorisation de ces ATN. Alors, à côté de ces ATN, il existe, je vous l'avais déjà dit, ce qu'on appelle des avantages sociaux. Alors, ces avantages sociaux, ça, c'est ce que j'appelle des vrais avantages. Pourquoi est-ce que je les appelle des vrais avantages? Parce que ce sont des avantages que le travailleur va recevoir et qui ne seront pas considérés comme de la rémunération supplémentaire. Donc, ça veut dire que ce ne sera pas taxable. Alors, un avantage social, c'est défini de la manière suivante. On dit que c'est un avantage octroyé au travailleur dont les frais sont supportés par l'employeur et qui sont exonérés d'IPP pour le travailleur. Alors, sauf pour le conjoint aidant rémunéré, on a vu ce statut de conjoint aidant. Le conjoint aidant, malheureusement, tous les avantages qu'il reçoit sont considérés comme des ATN et jamais comme des avantages sociaux. Alors, pour l'employeur, le fait d'octroyer ces avantages, c'est en principe non déductible pour lui. Je dis en principe parce qu'il y a certaines choses qui sont déductibles, mais la majorité ne l'est pas. Alors, vous allez me dire quel est l'avantage finalement pour l'employeur d'octroyer de tels avantages sociaux. Eh bien, en fait, comme ce n'est pas considéré comme de la rémunération, l'employeur n'a quand même pas de charge sociale à payer sur ces avantages qu'il octroie. Alors, ces avantages sociaux, on va en faire le tour. Il y en a plusieurs que vous devez connaître. Et donc, ceux-ci sont les suivants. Alors, premièrement, il y a ce qu'on appelle les remboursements de frais propres. Alors, les remboursements de frais propres, ce sont les frais qui tombent normalement à charge de l'employeur, parce qu'ils sont liés directement à l'exercice de la profession du travailleur, mais que le travailleur a avancé. Exemple, je vais manger avec un client au restaurant, c'est bien des frais professionnels puisque c'est un client, donc c'est pas pour mon plaisir que je le fais. Je paye la note, je fais des déplacements pour aller à une réunion sur, je sais pas moi, un chantier, voir un client, voir une filiale, peu importe. Je fais aussi peut-être des frais pour téléphoner aux clients, des frais de téléphone pour les réunions, etc. Si j'avance tous ces frais et que l'employeur donc me verse un montant pour me rembourser ces frais, ce remboursement évidemment de frais est considéré comme de l'avantage social. Il y a donc bien une exonération totale. Vous allez me dire, bah, c'est logique. Oui, évidemment, c'est logique. Mais attention, attention aux abus, parce qu'il pourrait alors y avoir des employeurs qui disent, bah voilà, je verse tel montant à tel travailleur parce que c'est du remboursement. Et donc, c'est du non taxable, c'est un avantage social. Oui, mais attention, on ne peut pas verser n'importe quel montant. L'administration fiscale est toujours susceptible de demander des justificatifs, justement des frais qui ont été avancés par le travailleur pour bien justifier les remboursements qui sont faits par l'employeur et que ça soit donc de l'exonération. Alors, autre avantage social, les indemnités en cas de voyage à l'étranger. Oui, donc l'employeur peut vous verser des indemnités parce que pour la profession, vous avez dû voyager à l'étranger, donc pour couvrir, je ne sais pas moi, les vols, ou le train, ou les frais d'hôtel, de restaurant sur place, etc. Alors, l'administration l'accepte et va exonérer ces indemnités, mais attention en fonction de certains paramètres. Donc, il faut faire attention. Les indemnités qui sont versées, ça ne peut pas être des indemnités folles non plus. Donc, on va privilégier plutôt les voyages en classe économique plutôt que les voyages en first. Il faut un hôtel évidemment de standing classique,
mais pas non plus quelque chose qui coûte vraiment trop cher non plus. Donc il y a certains paramètres qu'il ne faut pas dépasser, sinon ce ne sera plus considéré comme de l'avantage social. Alors les cadeaux faits par l'employeur, ça vous est peut-être déjà arrivé en tant que travailleur de recevoir un cadeau de votre employeur. Alors ces cadeaux doivent être faits pour pouvoir être exonérés et considérés comme avantage social. Ces cadeaux doivent être faits à certaines occasions. Par exemple une fête d'anniversaire, un mariage, un départ à la pension, la fête de Noël, un cadeau de Nouvel An, peu importe. Donc les cadeaux qui sont faits dans ces cadres-là sont exonérés, pour autant évidemment qu'il y ait certaines conditions qui soient remplies. Et ces cadeaux peuvent être faits soit en nature, donc je ne sais pas, vous recevez un micro-ondes pour votre mariage par exemple, soit en espèces, donc de l'argent, soit en chèque. Alors ces chèques, ce sont évidemment des chèques cadeaux. Alors l'exonération de ces cadeaux ne se fait que si on ne dépasse pas un certain montant, qui sont différents selon l'occasion. Donc en fait, si ça vous intéresse, vous pouvez même les trouver sur Internet. On ne peut pas verser tout et n'importe quoi en fonction d'une occasion. Certaines occasions donnent droit à ce que l'on verse un montant exonéré d'autant. Pour vous donner un exemple, pour un mariage par exemple, le maximum exonéré c'est 245 euros. Donc si je me marie et que mon employeur me fait un cadeau d'une valeur de 245 euros, ce sera exonéré. S'il me verse 300 euros, malheureusement, le surplus sera considéré comme de l'ATM. Alors, si je reçois un cadeau sous forme de chèque cadeau, il y a bien une exonération de ce chèque cadeau, mais si et seulement si ce chèque cadeau est non échangeable, qu'il est valable dans certains magasins précis et qu'il a une validité d'un an maximum. On pense à des chèques comme, je sais pas moi, des chèques cadeaux au MediaMarkt ou des chèques cadeaux à Lino, des choses comme ça. Alors, ces cadeaux faits par l'employeur sont déductibles pour lui, mais pour autant, évidemment, que les conditions précitées soient respectées. Donc, je dirais que pour l'employeur, c'est un avantage aussi de faire ces cadeaux puisque c'est déductible en frais pour lui. Alors, les éco-chèques. Alors, les éco-chèques, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. En fait, les éco-chèques, ce sont des chèques qu'un employeur va donner à ses travailleurs et qui en fait permettent des achats dits écologiques. Et en fait, un achat dit écologique, c'est un achat qui n'est pas polluant pour la nature et qui au contraire vise une économie d'énergie. Alors ça peut être des achats aussi bien alimentaires que vestimentaires qu'électroménagers. Par exemple, vous achetez des vêtements qui sont faits avec des tissus biologiques, ben voilà, ça peut marcher. Vous achetez un frigo qui vise à économiser l'énergie, donc qui en dépense moins, bah, c'est un achat dit écologique aussi. Alors, ces éco-chèques sont exonérés d'impôts, donc ce sont bien des avantages sociaux, mais attention, pour autant que par chèque, ça ne vaut pas plus que 10 euros, que vous recevez maximum 250 euros par an, donc ça veut dire 25 chèques, et attention, ces chèques sont valables 2 ans, pas plus. Si vous les utilisez après, ce ne sera pas exonéré d'impôts, donc d'ailleurs on ne peut plus les utiliser. Alors en 2020, comme il y a eu la crise Covid, sachez que eh bien, les éco-chèques qui arrivaient à expiration ont été en fait rallongés de 6 mois. Alors ces éco-chèques sont sous forme papier ou électronique. C'est de plus en plus souvent électronique, mais il existe encore en version papier et en fait cette version papier va disparaître à partir du mois de janvier qui arrive en 2021. Alors, autre avantage aussi social, ce sont les repas qui sont fournis par l'employeur. Vous savez peut-être qu'il y a certaines sociétés qui ont un restaurant en interne. Et en fait, c'est intéressant pour
pour le travailleur parce que ce sont des plats qui sont proposés, en général des plats qui sont sains, complets et qui sont à moindre coût. Ça a un avantage aussi pour l'employeur parce que pour l'employeur, il y a une certaine déductibilité et en plus, ça permet de faire gagner du temps dans l'horaire des travailleurs. Donc, si on fait gagner du temps aux travailleurs, on augmente la rentabilité pour l'employeur. Donc, on met à disposition des repas via ce qu'on appelle un restaurant d'entreprise, c'est-à-dire un mess. Et donc, il y a une exonération du fait que ces repas auraient coûté plus cher, mais qu'on vous les fait payer moins cher. Alors, il y a une certaine déductibilité qui existe pour l'employeur, mais c'est un petit peu compliqué. Donc, je ne vais pas plus loin que ça. Alors, autre avantage social, vous avez certainement déjà entendu parler de ça, ce sont les chèques repas. Les chèques repas, donc vous savez, ce sont les fameux chèques que vous recevez pour pouvoir couvrir vos besoins alimentaires en tant que travailleur. Alors quand on dit couvrir les besoins alimentaires, ça veut dire que vous pouvez non seulement acheter des denrées alimentaires, mais vous pouvez aussi aller manger dans des snacks ou des petits restos qui acceptent d'être payés via chèque repas. Donc c'est vraiment pour couvrir vos besoins alimentaires. Mais attention, ces chèques repas, ils sont considérés comme avantage social, mais pour autant qu'il y a pas mal de conditions qui soient respectées. Et attention, une des conditions, c'est l'intervention du travailleur lui-même pour un certain montant dans ce chèque repas. Donc, il y en a beaucoup qui croient que le chèque repas, c'est du 100% donné par l'employeur, ce qui est faux. En fait, le travailleur intervient lui-même en fait, pour un minimum dans ces chèques repas. Effectivement, alors ces chèques repas doivent être entourés de certaines conditions si on veut qu'ils soient exonérés. Alors, ces conditions sont les suivantes. Premièrement, l'avantage d'octroyer des chèques repas aux travailleurs est prévu dans une convention collective de travail ou dans le contrat de travail du travailleur. Donc ça doit être inscrit quelque part. Deuxième condition, le nombre de chèques ne peut pas dépasser le nombre de jours de travail effectivement prestés, avec un maximum de 220 jours. Donc ça veut dire que pour chaque jour que vous avez presté, vous avez droit à avoir un chèque repas, quel que soit le nombre d'heures passées à travailler. Donc c'est pour ça que je dis toujours, quand on fait un temps partiel, ça vaut la peine de voir, quand on a des chèques repas, comment faire un horaire pour ce temps partiel. Parce que, imaginons que je fasse un mi-temps, et que ce mi-temps, je décide de le faire sur, par exemple, 2 jours et demi. Je viens le lundi, le mardi et le mercredi matin. Eh bien, si je suis venue lundi, mardi et mercredi, j'aurai droit à avoir 3 chèques repas pour cette semaine-là. Mais je pourrais très bien faire un mi-temps où je viens tous les matins de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, matin. Et bien, comme je suis venue tous les jours travailler, j'aurai bien droit à avoir 5 chèques repas. Donc vous voyez que ça peut être intéressant. Il faut toujours vérifier la manière de prévoir un horaire quand on a ces chèques repas. Justement, ça peut jouer favorablement. Alors, l'intervention de l'employeur ne peut pas dépasser un certain montant. Et c'est ici maximum 6,91 € par chèque repas. Et celle du travailleur de minimum 1,09. Donc vous voyez que le travailleur doit absolument intervenir dans ce chèque repas. Et donc il doit intervenir pour minimum 1,09. Et l'employeur pour maximum 6,91. Mais attention, allez toujours bien voir quand même, si vous recevez des chèques repas, quelles sont ces interventions. Parce que parfois on n'en est pas toujours conscient. Quand on parle de maximum pour l'employeur, ça veut dire que l'employeur pourrait donner moins. Quand on parle de minimum pour le travailleur, ça veut dire que le travailleur pourrait intervenir pour plus. Donc, allez voir toujours parce que c'est pas si évident que ça. Alors, les chèques sont indiqués sur la fiche de salaire que vous recevez, ou en tout cas sont nominatifs. Et en général, vous recevez en fait une carte électronique. Ça revient un peu au même, comme une carte bancaire, sauf que c'est une carte avec, dans lequel on a chargé tous les chèques repas pour le mois.
Alors, un chèque repas ne peut pas dépasser un maximum de validité qui est 1 an. Alors, avec la crise en 2020, on a rajouté 6 mois, mais en général, c'est 1 an. Donc, après 1 an, il faut faire attention, justement, parfois, on laisse passer les chèques repas et on ne peut plus les utiliser, donc c'est dommage. Donc, bien faire attention à la durée de validité qui est de maximum 1 an. Les chèques repas donc, ne peuvent être utilisés que pour couvrir les besoins alimentaires. Donc, soit vous en achetez, soit vous dépensez ces chèques repas pour acheter votre sandwich ou dans un petit snack ou quoi que ce soit. Attention pour les achats en magasin. Avant, les magasins ne faisaient pas du tout attention. Or, dans les grandes surfaces, vous savez qu'on peut acheter la nourriture, mais on peut aussi acheter plein d'autres choses. Des produits d'hygiène, des produits vestimentaires, même de l'électroménager ou la librairie. Et avant, en fait, donc, on ne distinguait pas ce qu'on mettait sur le tapis et on pouvait payer tout en chèque repas. Maintenant, faire attention parce que les grands magasins font beaucoup plus attention à ça, genre Colruyt, Delhaize, sont des magasins maintenant qui n'acceptent les chèques repas que pour couvrir les besoins alimentaires. Donc, si on voit sur votre tapis que vous avez d'autres produits, on va vous demander de faire une différence, de mettre les produits d'un côté et les aliments de l'autre, parce que vous ne pourrez pas tout payer avec des chèques repas, vous ne pourrez payer que les besoins alimentaires. Alors, 7e condition, il faut évidemment que les chèques repas soient émis par un organisme agréé. Donc on pense à Sodexo par exemple ou à Endered aussi, qui sont des émetteurs agréés. Donc il n'y a qu'eux qui peuvent distribuer les chèques repas. Alors un chèque repas actuellement, ça a une valeur maximum de 8 €. Attention, je dis maximum parce qu'il y a des chèques repas qui sont de moins que ça. Il y en a de 7 €, de 6 € par exemple. Il y a une déductibilité possible pour l'employeur de 2 €, donc c'est intéressant pour lui aussi quand même d'octroyer ces chèques repas à l'ensemble de ses travailleurs. Alors, autre avantage social, ce sont les frais en cas de télétravail. En fait, donc le télétravail est très à la mode pour l'instant d'ailleurs, quand vous télétravaillez, on considère que vous faites des frais chez vous, hein, au niveau par exemple ordinateur, connexion, Wi-Fi, internet, tout ça. Et donc, il y a des employeurs qui versent une indemnité. Eh bien, le fait de verser cette indemnité, c'est considéré comme de l'avantage social. Mais attention, dans une certaine mesure. En fait, on considère ici que, et ici c'est mensuel, mensuellement, le fisc va accepter que votre employeur vous verse maximum 20 € parce que vous utilisez un ordinateur chez vous, 20 € parce que vous avez une connexion Internet chez vous, et 126,94 €, c'est le chiffre pour l'exercice 2020, pour l'utilisation d'un bureau personnel. Voilà, vous avez aménagé un coin chez vous, hein, il faut vous chauffer, etc. Et puis il y a d'autres frais aussi qui sont acceptables sur justificatif, comme des frais de téléphone, imprimante, etc. Et là, le remboursement, donc l'indemnité que votre employeur vous verse, ça peut être sur base de justificatif, ce sera bien exonéré si vous arrivez à prouver ces frais supplémentaires. Mais pour le reste, ce sont ces montants-là précis. Alors, autre avantage social, les cotisations des pensions complémentaires. Alors ça, c'est le code 285 dans votre cadre 4. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que une assurance groupe. Une assurance groupe, c'est une assurance qui fait partie de ce qu'on appelle la pension extra-légale. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sociétés qui proposent à leurs travailleurs des assurances, qu'on appelle les assurances groupes. Et en fait, l'avantage, c'est que on cotise à ces assurances, mais comme on est groupé, parce qu'on est beaucoup de travailleurs qui pouvons le faire ensemble, eh bien, on a un avantage parce que les primes sont moins chères pour un capital qui est assez important. Capital que vous toucherez quand vous serez pensionné. C'est pour ça qu'on appelle ça une pension extra-légale. Eh bien,
dans le cas de cette assurance groupe, si c'est votre employeur qui paye les primes à cette assurance groupe, c'est bien un avantage social. Et donc, ce sera tout à fait exonéré d'impôts. Mais il y a une exonération si et seulement si l'employeur offre bien cet avantage à tous ses travailleurs, ou en tout cas une catégorie bien spécifique, sans discrimination. Alors, il se peut aussi, mais ça on verra plus tard, que c'est le travailleur lui-même qui paye ses primes. Si c'est le travailleur lui-même qui paye ses primes, on ne parle pas ici d'avantage social puisque c'est le travailleur qui paye lui-même. Ça, on verra plus tard, on verra ça dans la partie 3, que quand on paye soi-même les primes de l'assurance groupe, on a droit à avoir une réduction d'impôt de 30% des primes. Mais j'y reviendrai plus tard. On verra aussi, je définirai un peu plus largement justement ces pensions extralégales quand on verra aussi tout le régime des pensions dans quelques cours d'ici. Alors, autre avantage social, c'est une assurance hospitalisation soins de santé. Il n'est pas rare que l'employeur propose une assurance hospitalisation et paye cette assurance hospitalisation et soins de santé. Et donc ça, quels que soient les soins qui sont couverts, si votre employeur vous paye ça, c'est bien considéré comme un avantage social. Alors, les avantages non récurrents liés au résultat. Un avantage non récurrent lié au résultat, en fait, c'est la même chose que de dire que c'est un bonus qu'on vous verse. Votre employeur a décidé de vous verser un bonus parce que vous avez atteint des résultats bien précis et qu'il est content et qu'il veut vous féliciter, alors il vous verse un bonus. Ce bonus, qu'on appelle donc un avantage non récurrent lié au résultat, c'est un avantage social, mais attention, jusqu'à un certain montant. Et donc, c'est un avantage jusqu'à un certain montant. Le montant cette année, c'est 2 942 € net. En réalité, qu'on dit brut corrigé. Pourquoi on dit 2 942 net? Parce que du montant que vous devriez recevoir en brut, on enlève la cotisation sociale de 13,07%. Donc si par exemple vous recevez 4 000 €, enfin, vous avez droit à avoir 4 000 € d'avantages non récurrents liés au résultat, si c'est 4 000 € bruts, vous devez enlever le 13,07% et calculer ce qui vous reste comme montant. Alors, si vous êtes à maximum 2 942 € ou moins que ça, ce sera tout à fait exonéré. Par contre, si vous êtes à plus que ça, si vous êtes par exemple, je ne sais pas moi, à 3 500 € net d'avantages non récurrents liés au résultat, eh bien la différence entre 2 942 et 3 500, ce sera considéré comme de la rémunération professionnelle et donc comme de l'ATN. Alors, il ne faut plus indiquer l'exonération. Jusqu'à l'année passée, il fallait calculer et indiquer le montant maximum exonéré. Il ne faut plus le faire. Donc l'administration enlève cette exonération automatiquement. Mais à vous de bien déclarer. Et donc quand on déclare le montant net et savoir, après ce sera important dans votre calcul d'impôt, par rapport à ce montant exonéré, s'il y a du surplus taxable ou pas. Le plafond est indexé presque chaque année, donc ce chiffre change sensiblement chaque année. Et cette exonération n'est évidemment valable que si le bonus est collectif. Donc en fait, on ne peut pas octroyer un bonus à une personne toute seule. Sinon, l'exonération ne sera pas valable. Alors, un autre avantage social, ce qu'on appelle le vélo d'entreprise. Donc on est à l'heure écologique, on veut vraiment encourager les gens à ne pas utiliser la voiture. Et donc, quand il y a un vélo d'entreprise, alors qu'on a vu qu'un véhicule d'entreprise, une voiture d'entreprise, c'est un ATN, mais un vélo d'entreprise, c'est pas un ATN, c'est un avantage social. Et donc, quand votre employeur vous fournit un vélo, alors ça peut être un vélo donc, de ville, un vélo hybride ou électrique, pas un vélo de course ou un VTT, ça n'a rien à voir, ce vélo qui est mis à votre disposition par l'employeur, c'est bien un avantage social. Donc voilà, si vous avez un employeur qui est à l'heure écologique et qui encourage ses travailleurs, vous pouvez lui dire, vous savez que c'est un avantage social, donc ça peut être intéressant et pour vous et pour lui.
Alors, dernier avantage social, je dirais le plus courant peut-être, mais qui demande un petit peu plus d'explication parce que il n'est pas toujours évident à bien comprendre. Alors, cet avantage social, c'est le remboursement des frais de déplacement, domicile, lieu de travail. En fait, donc comme je dis toujours, en principe, on ne dort pas à son bureau. On a un domicile qui est différent de son endroit de travail. Et donc, pour aller à cet endroit de travail, vous faites un déplacement. Ce déplacement, ça vous engendre des frais. Ben oui, parce que vous allez à ce travail peut-être en vélo, en voiture, à pied, en transport en commun, etc., etc. Donc, il arrive très souvent, et parfois même dans certains cas c'est obligatoire, que l'employeur vous verse une indemnité pour couvrir ces frais que vous faites lors de vos déplacements entre votre domicile et votre lieu de travail. Donc, cette intervention financière, est-ce que c'est un avantage social, oui ou non? Alors, c'est un avantage social, mais attention, dans le respect de certaines conditions et au maximum de certains montants. Alors, on distingue deux types d'interventions. Il y a une première intervention qu'on appelle l'intervention générale. Et la deuxième intervention, on l'appellera l'intervention vélo. Alors, l'intervention générale, c'est lorsque les déplacements que vous faites pour aller de votre domicile à votre lieu de travail, vous faites ces déplacements par n'importe quel moyen de transport, sauf le vélo. Donc vous allez en bus, en train, en voiture, en moto, en trottinette, en mobilette, etc. Vous faites ce déplacement. Et donc, quand votre employeur va intervenir pour couvrir ses frais de déplacement, eh bien, on va voir qu'il y a certaines règles à respecter. Alors, tout d'abord, l'exonération de ce remboursement de frais de déplacement n'est valable que si et seulement si le travailleur opte pour la déduction des frais professionnels dits forfaitaires. Alors, on va voir à la capsule prochaine que dans le cadre des revenus professionnels, les travailleurs peuvent toujours déduire des frais professionnels. Et on va voir qu'il y aura un choix entre ce qu'on appelle les frais professionnels forfaitaires et les frais professionnels réels. Eh bien, il faut savoir que si vous recevez ce remboursement de frais de déplacement au domicile de travail, l'exonération, donc l'avantage social, ne sera là que si vous avez opté pour la déduction des frais forfaitaires professionnels. Alors, mais ça, c'est une parenthèse, mais vous comprendrez mieux quand on verra la prochaine capsule. Alors, l'exonération de ce remboursement de frais de déplacement dans le cadre de cette intervention générale, l'exonération, elle est différente selon le moyen de transport que vous utilisez. Soit vous utilisez les transports en commun ou ce qu'on appelle les transports collectifs organisés. Collectifs organisés, par exemple, les vélos, hein, donc ce sont des vélos partagés, les trottinettes partagées aussi, et tous les transports en commun, donc bus, train, tram, métro, voilà. L'exonération de l'intervention de l'employeur va se faire au maximum à hauteur de ce qui a réellement été déboursé par le travailleur. Donc, si par exemple, l'entreprise dit, voilà, nous, pour tous nos travailleurs, on donne par an 500 € pour couvrir les frais de déplacement domicile-lieu de travail. Alors, imaginons que vous prenez les transports en commun et que donc votre abonnement annuel à la STIB coûte 500 €. Eh bien, ces 500 € que vous recevez, ils vont être totalement exonérés puisque on a pu effectivement avoir l'exonération jusqu'au maximum de ce que vous avez vraiment dépensé. Vous avez vraiment dépensé 500 € pour couvrir ces frais de déplacement. Vous avez reçu 500 €, ces 500 € sont exonérés. Imaginons que votre abonnement, vous prenez le train, ne vous coûte que 300 €. Ben, là, malheureusement, ce que vous avez réellement dépensé, c'est 300 €. Or, si votre employeur vous a donné 500 €, eh bien, il y a 200 €
de trop, entre guillemets, et donc ces 200 € de surplus ce seront considérés pas comme de l'avantage social, mais là comme de l'ATN, donc du revenu taxable. Autre exemple, imaginons que vous avez pris, vous devez prendre et le train et le bus, donc vous avez et un abonnement STIP et un abonnement train, donc vous avez dépensé 500 € plus 300 €, ça fait 800 €. Ben, votre employeur qui ne vous donne que, entre guillemets, 500 €, ben, ces 500 € seront évidemment toujours exonérés, puisque oui, vous avez même dépensé plus. Et donc c'est ce que je dis souvent, ben, quand vous connaissez le système, négociez bien avec votre employeur en vous disant, voilà, moi ce que je dépense réellement, donc si vous pouviez m'octroyer un avantage sur au moins sur ce que je dépense, ben, ce serait tout bénef pour moi. Puisque sinon, ben, si vous avez dépensé 800 € et qu'il ne vous donne que 500, ben, il y a 300 € entre guillemets qui sont totalement à votre charge et qui sont perdus. Si vous utilisez un autre moyen de transport, donc tout autre moyen de transport, sauf le vélo toujours évidemment. Donc vous allez au boulot en voiture, c'est ce qui se passe souvent, en moto ou en mobilette ou avec votre trottinette personnelle, bref. Là, l'intervention que vous recevez de votre employeur, elle va être exonérée, mais seulement pour un montant de 410 €, quels que soient les frais que vous avez faits donc réellement en utilisant cet autre moyen de transport. Donc en prenant une voiture par exemple, une voiture, tout le monde sait que ça coûte vraiment très très cher, ben, peu importe les kilomètres que vous avez fait, peu importe la voiture que vous avez, l'exonération du montant octroyé par l'employeur, ce sera juste de 410 €. Donc si par exemple vous recevez ces fameux 500 € comme tous les travailleurs dans le cas de ces frais de déplacement, eh bien de ces 500 €, il n'y a que 410 € qui seront exonérés parce que vous y allez en voiture et pas plus. Alors, le surplus est donc considéré comme du revenu professionnel. Donc si vous constatez qu'il y a un surplus, c'est bien considéré comme du revenu professionnel. Attention, vous pouvez évidemment toujours cumuler les deux catégories de moyens de transport et donc bénéficier alors des deux exonérations. Donc si par exemple, ce que beaucoup de gens font, vous prenez votre voiture pour aller jusqu'à la gare et à la gare vous prenez le train. Ben, ça veut dire que vous utilisez et des transports en commun, le train, et un autre moyen de transport, la voiture. Et bien à ce moment-là, l'exonération de l'intervention de l'employeur, ça va pouvoir être à hauteur de ce que vous avez réellement déboursé pour les transports en commun, plus 410 € puisque vous avez utilisé votre voiture. D'accord? Donc là, on pourrait monter dans des chiffres plus hauts qui seraient exonérés. Alors, comment est-ce que vous devez déclarer, comment obtenir l'exonération? Ben, en déclarant les choses de manière correcte et adéquate pour prévenir l'administration. Donc, ce que vous devez faire, donc ça vous verrez dans votre cadre 4, il y a un code 254 et un code 255. Ben, dans le code 254, vous indiquez le montant de l'intervention que vous recevez de votre employeur. Donc, si votre employeur vous donne 500 €, vous mettez 500 €. Si vous donne 200 €, vous mettez 200 €. Si vous donne 1000 €, vous mettez 1000 €. Et dans le 255, le montant de l'exonération. Donc, attention, il y a peut-être un calcul qui va devoir s'effectuer parce que vous utilisez peut-être plusieurs moyens de transport. Donc, à vous d'indiquer le montant de l'exonération et l'éventuel excédent positif, c'est du revenu professionnel. D'accord? Donc, cet excédent, vous ne devez pas l'indiquer quelque part. Donc, c'est un petit peu comme on avait vu les ATN avec l'ordinateur. Vous ne devez pas l'indiquer quelque part parce que, ici, par essence, vous avez déjà indiqué dans le 254 ce que vous avez reçu et dans le 255 le montant exonéré. Donc, s'il y a une balance positive, l'administration va faire plus ce montant qui est là, moins le montant qui est là, et elle va voir qu'il y a un surplus. Eh bien, ça va s'ajouter alors automatiquement dans vos revenus professionnels. Il n'y a pas besoin de l'indiquer en plus quelque part, sinon c'est comme si vous l'indiquiez deux fois. Alors, la deuxième intervention, donc on a vu l'intervention générale, c'est ce qu'on appelle l'intervention vélo. Alors, l'intervention vélo, c'est quand vous effectuez vos déplacements domicile-lieu-travail en vélo. Il y en a beaucoup et il y en a de plus en plus qui le font. Comment ça se passe? En fait, ici, pour encourager d'ailleurs les gens à prendre leur vélo, on dit que l'exonération de l'intervention de l'employeur,
va être valable, même si le travailleur opte pour la déduction des frais professionnels réels. On verra donc dans la capsule prochaine. Donc vous voyez qu'ici, ça n'a pas d'incidence, quel que soit le choix que l'on fait des frais professionnels, que ce soit réel ou forfaitaire. Si je reçois une intervention parce que j'utilise un vélo pour faire les trajets domicile-lieu-travail, il y aura une exonération. Mais alors attention, cette exonération, elle a quand même une grande condition, c'est qu'elle n'est valable qu'à hauteur de 24 cents du kilomètre. Donc ça veut dire que pour que l'intervention que vous recevez de votre employeur soit tout à fait exonérée, il faut que votre employeur ne vous verse pas plus de 24 cents par kilomètre parcouru. Alors attention, je dis toujours par kilomètre parcouru pour aller au boulot et pour revenir du boulot. Parce que je dis, on ne dort pas à son travail. Donc on va au travail et puis on revient à son travail. Donc ce sont les trajets domicile-lieu-travail, le travail-domicile. Donc il faudra toujours bien compter, et je vous donnerai toujours ces informations pour faire le calcul, combien il y a de kilomètres qui ont été parcourus dans le cadre de ces déplacements. Et donc, si je vous dis, le trajet est de 7 km entre mon domicile et mon lieu de travail, il y a 7 km, mais aller-retour, ça fait x2. Eh bien, si l'employeur donc ne vous verse pas plus que 24 cents par kilomètre parcouru, l'exonération est totale. S'il vous verse pour plus que ça, là, c'est pareil, la règle est la même, le surplus est considéré comme taxable. Donc, bien faire le calcul. Et sachez d'ailleurs qu'en tant que travailleur qui utilise le vélo, il faut toujours faire des déclarations. Chaque année, on doit remplir un document en disant voilà combien est-ce qu'on parcourt de kilomètres entre le domicile et le travail, en sachant qu'il ne faut pas prendre spécialement le trajet le plus court. Si je prends un trajet un peu plus long parce qu'il est plus sécuritaire, parce que peut-être qu'il y a des pistes cyclables, etc., qui sont en meilleur état, c'est tout à fait bon. Bon, maintenant, si je mets 15 km alors que normalement c'est 5 km, là effectivement l'administration va se poser des questions. Alors comment est-ce que j'obtiens l'exonération? Pas du tout comme l'intervention générale. Ici en fait il n'y a rien à faire. C'est automatiquement, ce n'est pas le travailleur qui doit faire quelque chose dans sa déclaration, c'est à l'employeur lui-même en fait d'indiquer son éventuelle intervention taxable, donc le surplus, sur la fiche de salaire annuelle. Donc c'est lui qui doit faire le travail. Mais attention, sauf si l'intervention, ici vélo, est cumulée avec une autre intervention, donc avec l'intervention générale, et quelle que soit la catégorie, alors là, évidemment, le travailleur doit en tenir compte dans sa déclaration, puisque effectivement, il y a des choses à remplir. Si effectivement, je prends par exemple, on voit beaucoup de gens avec des vélos pliables, si vous prenez votre vélo pour aller jusqu'à l'arrêt de bus, vous parcourez un trajet, puis là vous prenez un bus, et puis après vous descendez, ou vous devez aller à un autre arrêt qui est plus loin, vous reprenez votre vélo, vous reprenez le bus, et puis ainsi de suite jusqu'à arriver au boulot. Donc ça veut dire que vous avez utilisé et le vélo et le bus. Donc là il va falloir évidemment déclarer pour le bus, déclarer d'abord l'intervention totale que vous avez reçue de votre employeur, et puis enlever de ça, évidemment, les trajets que vous avez fait en vélo, et puis tenir compte de ce que vous avez payé pour votre abonnement des transports en commun. Vous allez faire des exercices évidemment là-dessus pour y voir plus clair. Alors attention, l'intervention de l'employeur dans les trajets professionnels. Donc ici, on ne parle pas des trajets du domicile jusqu'au lieu de travail. On parle bien des trajets professionnels. Un trajet professionnel, c'est un trajet que je fais uniquement dans le cadre de cette profession. Je vais voir un client, je vais à une réunion, je vais sur un chantier parce que je travaille dans le domaine de la construction. Bref, c'est un trajet purement professionnel. Eh bien, votre employeur, s'il intervient dans votre trajet professionnel, et il le fera évidemment, ce sera exonéré d'impôt puisque c'est considéré comme une dépense propre à l'employeur. C'est un peu comme la première catégorie qu'on avait vue d'avantage social. Mais attention, pour éviter les abus et que les employeurs ne versent trop, on dit que cette exonération n'est valable que pour autant que l'intervention ne dépasse pas 0,3573 cents du kilomètre,
jusqu'au 30 juin 2019 et 0,3653 cents du kilomètre jusqu'au 31 décembre 2019. Si ça dépasse, alors c'est considéré comme de l'ATM. Alors je vous rappelle que ces chiffres, vous ne devez pas les retenir par cœur, d'accord, c'est pas possible. Vous aurez bien une annexe et vous aurez toujours ces données pour pouvoir résoudre les choses. Alors, je vous laisse à vos exercices. Et donc, ce sont les exercices D, toujours dans le chapitre 5, puisqu'on est toujours dans les revenus professionnels. Et donc, bah là, toujours la question classique hein, pour l'exercice d'imposition 2020. Qu'est-ce que vous devez remplir comme code? Et donc, vous devez indiquer les montants, donc en fonction justement des avantages que l'on a vus. Allez chercher dans ce cadre 4 les codes adéquats. Et il y a peut-être des petits calculs à faire, hein, comme je viens d'expliquer, sur les trajets domicile-lieu-travail. Donc, à vous de faire ça pour savoir ce qu'il faut compléter exactement dans le cadre 4 au niveau de ces ATM. Voilà, je vous souhaite bon travail, une bonne journée et à très bientôt.